Nice, vainqueur de tour, alors que Villeurbanne est battu dans sa salle. Tout le monde se regroupe derrière les Niçois, à nouveau leader du championnat de France de basketball. Jean-Baptiste Piévache, bon vainqueur au point d'Elfisio Pina, l'Italien, disputera le titre européen à Debrin, le Britannique, le 7 décembre prochain à Londres. Bonsoir donc, Robert Chapat retenu à Tunis où il recevait l'Oscar de l'émission sportive remis par notre confrère Télémagazine. C'est normal, nous sommes la seule émission sportive, nous avons l'Oscar, c'est mérité. Toujours les mêmes qui voyagent. Hein. C'est vrai. Nous en venons au football pour cette émission de jeunes, conçue par des jeunes, réalisée par des jeunes. Bernard Père, Pierre Salviac d'abord, Lyon-Bastia, un match. Quelle est la synthèse de ce match pour vous? C'était un match qui promettait beaucoup, mais qui était en partie gâché par le mauvais temps. Bernard Père, Nice-Nantes. Eh bien, on voulait un bon match aussi. On a eu un petit match et puis une démission de Markovic à l'issue de la rencontre. Monsieur Leuillet convoque son comité directeur, rencontre les joueurs demain. On saura si Markovic restera, oui ou non, l'entraîneur de l'OGC Nice. Paris Saint-Germain-Metz, un très bon Paris Saint-Germain au Parc des Princes cet après-midi. Des images de toutes ces rencontres. Lyon-Bastia d'abord. « 25 000 spectateurs hier soir au stade de Gerland pour voir à l'œuvre Lyon et Bastia, les deux premières équipes du championnat. C'est l'ambiance des jours de fête pour ce match de gala joué par un temps froid et gâché en partie par le vent. Dès le coup d'envoi, vous allez le voir dans quelques instants, c'est Bastia qui va prendre l'initiative des opérations. Bastia qui joue en bleu sur votre écran et qui avait amené beaucoup de supporters au stade de Gerland. Une attaque de Zimaco relayée par Félix et une intervention en dernière minute de De Rocco, le gardien de l'Olympique Lyonnais. On assiste aussi, pendant ces premières minutes de match, à un duel très serré entre Djazic, la vedette de Bastia, et Albert Domenech, l'arrière et capitaine de l'Olympique Lyonnais. Un match dans le match, en quelque sorte, et qui a valu le spectacle, croyez-moi. Oui, on joue un peu au chat et à la souris en ce moment. Finalement, Djazic parvient à prendre le dessus. Un bon centre, encore une intervention de De Rocco. Et ce n'est pas terminé, car dans ces premières minutes de match, Djazic fera parler la poudre, si j'ose dire, par un très bon centre que vous allez voir venir de la gauche. Voilà, Djazic se déporte complètement sur son aile, recentre, la balle va heurter le poteau, revient, et c'est le but par Zimaco qui était là à l'affût. 1-0, Bastia mène, et ça commence bien pour les Corses, qui étaient venus à Gerland avec l'ambition de ne pas prendre un carton. Ils avaient perdu 8-1 il y a 2 ans sur ce même stade. Djazic encore lui dans ses œuvres sur ce centre, que Félix pour une fois n'a pas pu reprendre. Et le public lyonnais commence à gronder. Alors, les joueurs de l'OL se réveillent, et par l'intermédiaire de Chiesa, le maître à jouer de cette équipe, et puis par Lacombe aussi, et enfin par Delestre, qui cette fois tente de loin, on essaie. On essaie, mais Aimé Jacquet, l'entraîneur, est inquiet. Il ne voit pas venir ce but qu'il attend. Encore une action dangereuse devant une défense bastiaise bien regroupée, ça cafouille énormément, mais là encore, les Lyonnais perdent l'occasion d'égaliser. Alors là, le public commence à crier, il ne comprend plus. Car ils dominent dans ce deuxième quart d'heure de la première mi-temps, les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Ils dominent, mais n'arrivent pas à passer ce mur corse, décidément infranchissable. Le voilà, le but de l'égalisation, lancé de très loin par Jodard. C'était à l'affût, oui, à l'affût Bernat, qui a prolongé l'action et qui égalise enfin à la 26e minute, 1-1. Ce but a pour effet de calmer un peu les esprits dans le stade. À ce moment-là, les Lyonnais reprennent l'initiative des opérations et surtout dans cette deuxième mi-temps où ils vont se rendre maîtres du terrain et faire un pressing quasi permanent sur la défense de Bastia qui a beaucoup de travail en cette soirée. Voilà encore une fois Veller qui est sauvé par le poteau, la barre transversale, qui a eu beaucoup de chance, il faut bien le dire, mais la chance ça se provoque, me direz-vous. Cahuzac attend la fin avec impatience, son équipe va réussir l'exploit de réaliser le match nul à Gerland, alors que Félix, l'avant-centre de Bastia, s'est distingué toute la soirée. Oui, vraiment, ce Félix, que vous allez voir d'ailleurs tout à l'heure, aura bien mérité les applaudissements que lui décernait son ancien public en quittant le stade. Félix, qui pourtant, d'ailleurs, n'a jamais été en équipe de France, et c'est bien dommage.
Oui, enfin, on m'a fait appel à moi. C'était une sorte de présélection, quoi. C'était à Mandelieu, au temps de Georges Boulogne. Mais c'était surtout, on a fait appel à moi pour un petit banquet, quoi. Puis après, on m'a convoqué pour des espoirs et probable qu'on était possible. Et j'étais très, très déçu. J'étais franchement déçu parce que, disons qu'en 72, c'est l'année où on a disputé la finale de la Coupe de France. Et j'étais, disons, en plein boom à Bastia. Mais on sait que Bastia, c'est une île, on est assez isolé, un peu oublié. Première surprise, à Nice, il n'y avait que 9500 personnes pour cette rencontre entre Nice et Nantes. Deuxième surprise, Markovic plaçait que 2 attaquants dans son équipe, Sanchez et Biekovic, et il laissait au co-remplaçant. Les Niçois jouaient avec un milieu de terrain à 4 hommes. Et ce sont les Nantais qui allaient faire le match. Ils étaient plus vite, plus inspirés, et ils se montraient très dangereux, et la défense niçoise avait beaucoup de soucis, d'autant que la défense niçoise prend beaucoup de liberté avec le marquage. Bref, des Nantais bien inspirés qui se montraient dangereux par Amis, avec un sauvetage de Baratelli, ce petit Amis qui est aux portes de l'équipe de France et qui allait se montrer très dangereux tout au long des 90 minutes. L'entraîneur Jean-Vincent disait que ce n'était pas encore le grand Nantes du début de l'automne, mais en tout cas, cette équipe nantaise faisait bonne impression et le seul attaquant véritable de Nice, Biekovic, était le seul à se montrer dangereux. Henri Michel, lui, tirait les ficelles et tirait au but également. Et Baratelli avait quelques soucis, mais enfin, en cette première mi-temps, rien de très sérieux, le public ne grondait pas encore. Les Nantais jouaient bien au football, ils jouaient jeunes, ils jouaient vifs, les Niçois, eux, jouaient vieux. Et vraiment sans beaucoup d'imagination, sans beaucoup de vivacité. Quelques raids de Huc, quelques ballons de Jean-Marc Guillou, quelques attaques de Jouve, mais surtout Biekovic, encore une fois, le plus dangereux des attaquants. Markovic était inquiet, il le sera davantage à la fin du match puisqu'il donnera sa démission. Gadecha était là pour essayer de montrer qu'il est aussi fort que les jeunes Nantais, ça reste à prouver. Et puis cette équipe niçoise qui se battait, qui attaquait quand même quelque peu et qui allait avoir l'occasion de marquer un but qui allait être un véritable cadeau donné par l'équipe nantaise. Bertrand Demann n'avait pas grand-chose à faire et pourtant il allait devoir s'incliner le premier sur cette passe en retrait d'Osman. Biekovic est là, se précipite, dribble Bertrand Demann et marque dans les buts vides 1-0 à la 40e minute de jeu, contre le cours du jeu encore une fois. Et pourtant, les Nantais ne vont pas se décourager et ils vont continuer à attaquer avec beaucoup de vivacité. Gadecha, à 1 minute de la fin de la première mi-temps, va marquer le but de l'égalisation. Baratelli est battu, 1 but partout. C'est la marque à la mi-temps. Deuxième mi-temps, les Niçois vont bien essayer d'attaquer, mais très doucement, trop doucement. Et encore une fois, ce sont les Nantais qui vont se faire applaudir, alors que déjà, dans le public, on entend Markovic démission, Markovic démission. Qui seront suivis, c'est Markovic démission, de l'Œillet démission également. Il n'est pas content, on le sera à moins, on attendait beaucoup de cette équipe niçoise cette année. Et quand les Niçois voient évoluer l'équipe nantaise bâtie avec une équipe de jeunes et non pas à coût de centaines de millions, ils sont en quoi d'être insatisfaits. Ils étaient venus à 25 000, presque 30 000 même au Parc des Princes pour voir cette étonnante équipe de Metz. Maillot blanc, culotte blanche. Metz, 5 victoires consécutives, aucun but encaissé, qui allait connaître une première mi-temps bien difficile face à une équipe parisienne survoltée, à l'image de ses 2 attaquants, Empelé et Dalem. Quand ils tournent ces deux-là, ils sont pratiquement inarrêtables. Curioni et Braun, c'étaient les punchers de l'autre côté, mais la mèche était légèrement humide en cette première mi-temps. La première mi-temps qui allait être tout à l'avantage des Parisiens. La Poste ici a tiré sur Ray, extrêmement sollicité. Le public était aussi venu pour voir ce Ray, André Ray, 28 ans, strasbourgeois bon teint, dont on n'a pas voulu à Strasbourg, mais qui connaît son heure de gloire à Metz, puisqu'il sera le gardien de but de l'équipe de France le 23 février prochain au Parc des Princes contre Beckenbauer et les siens.
Le match se déroule plaisant et, mettant à profit une faute de la défense, Mpelé reprend de voler un centre de Daleb. Une balle qui vient se loger en pleine lucarne. C'est un but à l'allemande, un but à la britannique, un but comme on en voit tous les dimanches soirs, mais sur les autres stades que les stades français. Et ça n'est pas fini. Les Messins ne se découragent pas, ils n'ont pas l'habitude de fermer le jeu, mais la réussite est du côté de la défense de Paris Saint-Germain, beaucoup plus solide que par le passé. La Poste a déjà sauvé sur sa ligne, Pantelic est dans un bon jour et Locoli, après un début timide, se met au diapason de Pilorget et de Neuf. Une nouvelle attaque parisienne qui passe devant le but délaissé par Ray qui avait tenté l'interception. Les Parisiens continuent à attaquer. Et sur une montée de Pilorget, le jeune arrière, un centre est repris d'abord par Daleb, puis par la Poste et avec la complicité du poteau. C'est le deuxième but, marqué moins de 120 secondes après le premier. Ça fait mal, ça vaut bien un salut à la brésilienne. C'est-à-dire que la Poste, le milieu de terrain de Paris Saint-Germain, est un milieu de terrain tout à fait remarquable et qui sait aussi marquer des buts. 2-0 pour une équipe qui n'avait pas encaissé le moindre but, je l'ai dit, en 5 parties, c'était dur. Ray lui-même ne s'y attendait pas. Les Parisiens continuaient à attaquer, les contre-attaques de Metz ne donnaient rien, Braun et Curioni n'arrivaient pas à prendre à défaut la défense centrale de Paris Saint-Germain et un Pantelic bien inspiré. Le public était aux anges, il découvrait son équipe qui marquait par Mpelé encore sur centre de Daleb, un centre repris au premier poteau, un but absolument magnifique sur lequel encore une fois Ray ne pouvait absolument rien. À la 25e minute de la partie, Paris Saint-Germain menait 3-0, qui l'eût cru. Les Parisiens doivent disputer un de leurs 2 matchs de retard contre Marseille mercredi prochain. Est-ce la raison pour laquelle ils ralentirent quelque peu leur action après que le tableau d'affichage eut indiqué Paris Saint-Germain 3, Metz 0? Dieu seul le sait, mais toujours est-il que leurs contre-attaques furent extrêmement dangereuses et que Ray fut sollicité pratiquement d'un bout à l'autre de la rencontre, alors que Pantelic, ici, devait intervenir sur des essais de Curioni, de Braun ou de Deux. L'équipe parisienne faisait feu de tout bois et je crois que cette première mi-temps réalisée sur la pelouse du Parc des Princes est la meilleure que les joueurs de Vazovic, un entraîneur yougoslave qu'il faut féliciter ce soir. Vous voyez, il y a de tout dans cette émission. Les joueurs de Vazovic ont vraiment réalisé d'énormes progrès en défense comme en attaque. Mi-temps 3-0. En deuxième mi-temps, Metz attaque et sur une faute de Pilorget, pourtant l'un des meilleurs parisiens, le capitaine Muller marque à bout portant un ballon que Pantelic a failli capter. Il reste à ce moment-là une vingtaine de minutes à jouer. On se prend à penser que les Parisiens vont peut-être s'affoler après ce but encaissé. Metz aura, c'est vrai, des occasions comme ici où la Poste de la tête sauve une deuxième fois sur sa ligne, mais la victoire restera à ceux qui l'ont mérité. Paris Saint-Germain, après, répétons-le, un grand match. Piasecki aurait pu là marquer un 4e but. Les montages de ces 3 résumés filmés étaient dus à nos camarades Patrice de Bruchard et Michel Girardet qui sont souvent à la tâche difficile le dimanche et qui doivent bien être à l'honneur une fois de temps en temps. Je vais maintenant, toujours en continuant le football, me tourner vers Richard Dio qui doit nous attendre à Bordeaux. Richard, où vous avez assisté à un choc viril, je crois, au stade municipal de Bordeaux et cela devant près de 30 000 personnes. Oui, match rude, viril, c'est le moins qu'on puisse dire. Thierry cela dit, le football, c'est tout de même pas un sport de fillettes ni d'enfants de cœur. Oui, c'est vrai, on ne s'est pas fait des politesses hier soir au stade municipal de Bordeaux, mais que voulez-vous, les Girondins occupent une mauvaise place au classement, et puis Saint-Étienne voit le titre lui échapper. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de cadeau hier à Bordeaux. Vous allez voir tout de suite les images, et quand les Bordelais en blanc et les Stéphanois en vert, bien sûr, engagent la partie, il y a plus de spectateurs que ne peut en contenir le stade. Il est vrai que Saint-Étienne fait recette partout où il passe, et puis les rencontres Bordeaux-Saint-Étienne ont toujours donné lieu à des matchs qui n'ont jamais laissé indifférents. Et hier soir, on n'a pas été déçus. Ambiance des grandes soirées de gala, ce qui n'est pas pour surprendre les Verts, et encore moins Bergerot, qui en a vu d'autres. Comme prévu, les Girondins sont décidés à faire un grand match contre les Stéphanois qui commencent à être habitués à se faire accueillir comme il se doit.
Les Bordelais, au début, bousculent même les champions de France, qui savent bien sûr qu'une nouvelle défaite serait grave pour leur avenir en championnat. Les attaquants de Saint-Étienne ont beaucoup de peine à prendre en défaut la défense bordelaise et Patrick Révelli trouve devant lui un Bergerot des grands jours. Mais c'est de l'autre côté que va se faire la décision. Un centre de Jean Dupeux, une tête de Latuada, c'est le but. 1-0 pour Bordeaux, la partie est commencée depuis moins d'une demi-heure, 27 minutes exactement. Les Stéphanois vont tenter immédiatement de rétablir les situations, mais à Bordeaux, on n'est nullement décidé à les laisser opérer, si bien que quelques accrochages, sans gravité pour l'instant, commencent à émailler le match. Quant au tir des Stéphanois, ils passent à côté où ils trouvent Bergerot sur leur trajectoire. Si bien que c'est Bordeaux qui va marquer un second but, encore par Latuada, vous allez le voir, à 3 minutes de la mi-temps. 2-0 pour Bordeaux, il y a longtemps que Didier Kouékou et que le président Chaban-Delmas n'avaient été à pareille fête. D'autant que dès le début de la seconde période, le Danois Holmström rate de peu un troisième but. Kurkovic est d'ailleurs mis à rude épreuve pendant un bon moment. Les Bordelais sentent que cette équipe de Saint-Étienne est à leur portée. Pour Saint-Étienne, ce match de championnat est un match comme un autre. Pour Bordeaux, c'est le match de l'année. Voilà peut-être une explication, il y en a d'autres, à la défaite des Verts. Et puis, si Kurkovic a été pratiquement irréprochable, en revanche, Rocheteau notamment, qui n'a pas été ménagé, c'est vrai, n'a pas encore retrouvé son étincelle de l'an dernier. Il n'y a pas que Rocheteau, il n'y a pas que les Stéphanois d'ailleurs, qui ont été bousculés. La fin de partie est hachée, sans être désagréable pourtant à suivre, même si on se frictionne un peu trop par moment. L'arbitre, M. Méhus, a bien du mal à tenir les deux équipes. Rocheteau, encore, vous allez le voir, se retrouve à terre plus souvent qu'à son tour. Piazza aussi, il est pourtant solide, Piazza, voit sa course terminée sur le gazon. Mais là, il faut reconnaître que l'arbitre s'est laissé prendre au métier de l'Argentin, car de faute, il n'y en avait pas. On en restera là, une victoire méritée de Bordeaux, 2-0, si le public est content. En revanche, Robert Herbin ne nous a pas caché son amertume et n'a pas mâché ses mots. Pour lui, les Bordelais ont un peu outrepassé leur droit de footballeur hier soir à Bordeaux. La plupart du temps, lorsque nous jouons à l'extérieur, maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce que d'une part, l'équipe adverse se transcende et d'autre part, on voit dès la première minute que les joueurs sont prêts à tenter n'importe quoi pour empêcher les Stéphanois d'attaquer. Qu'est-ce qui n'a pas bien tourné aujourd'hui dans l'équipe de Saint-Étienne? Je pense qu'il y a eu des agressions qui n'ont pas été sanctionnées et je crois que les joueurs, ça les perturbe tout de même un petit peu. Je pense que Robert Herbin se trompe parce que je n'ai vu que des joueurs de Bordeaux au sol et ne pas se relever. Je n'ai pas vu que Saint-Étienne ait dû changer des joueurs alors que nous, on a quand même perdu Latuada et on a vu des coups, disons, qui n'avaient rien à faire avec le football, mais je pense que c'est un match très engagé et il n'y avait pas de quoi crier au scandale. C'était Daniel Jean Dupeux, l'international suisse, qui répondait pour les Girondins de Bordeaux à Robert Herbin. C'est vrai que c'est difficile de se maintenir au sommet avant Saint-Étienne. Des équipes comme Reims, Monaco ou Nantes en ont fait la cruelle expérience. Nous en venons maintenant au basket. Pierre Salviac, le match au sommet, donc entre Nice et Tours, a tourné à l'avantage des Niçois dans leur salle. Oui, c'est Niçois qui jouait d'ailleurs cet après-midi contre une équipe de Tours un peu retrouvée. Vous savez que les champions de France avaient connu bien des difficultés ces temps-ci, fatigués sans doute par la Coupe d'Europe de basket. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, dans la salle de Nice, Tours a fait honneur à son titre et à l'occasion d'une fin de match un peu précipitée, en tout cas bousculée, les Tourangeaux se sont montrés à la hauteur de leur réputation. Je pense que nous allons voir d'ici quelques instants les images, les 3 dernières minutes de cette rencontre. Au moment d'ailleurs où les Niçois en maillot bleu mènent par 97 à 91. Oh, il y a du monde à terre évidemment. Vous savez, c'est le rush final, alors on ne se fait pas de cadeaux. L'arbitre intervient, on se cogne, on se frotte, on se relève et on recommence. À la mi-temps, ces Niçois que vous voyez avec leur beau maillot bleu avaient 17 points d'avance sur Tours.
après en avoir compté jusqu'à 21. Mais au cours de la deuxième mi-temps, Tours a bien failli créer la surprise. Sous l'impulsion du noir américain Bradley, un géant que vous venez de voir, en train de jongler avec la balle, eh bien, les Blancs ont entamé une course-poursuite dans le dernier quart d'heure et on a bien cru qu'ils allaient renverser la situation. C'est Sénégal qui est en ce moment avec le ballon, alors que l'arbitre, tout en rappelant à l'ordre quelques joueurs, essaie également de calmer les esprits, car il y avait de l'ambiance dans cette salle de Nice, beaucoup d'ambiance. Le temps mort, c'est l'arme favorite des managers quand on approche de la fin de la rencontre. D'abord parce que ça énerve l'adversaire, ensuite parce que ça permet de souffler. Mais souffler n'est pas joué, alors on va reprendre le jeu. Le public est là, toujours, et il est tellement présent dans ces dernières minutes de jeu qu'il va permettre à Nice de préserver un mince avantage. Nice qui mène encore par 97 à 91, mais qui devra subir dans les toutes dernières minutes de la rencontre les derniers assauts de Tours. Un panier tenté, un panier réussi. 97-92, la marque se réduit.